l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Comme une angoisse, quelque chose qui va arriver, qui n'arrivera pas. Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée, comme tout le monde. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Le numérique m'inspire la plus grande méfiance. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié le papier et la machine à écrire. Allô? L'idée de raconter de faire un film d'espionnage du point de vue d'un individu en bas de l'échelle d'une organisation d'espionnage, de quelqu'un qui ne sait rien et à qui ça convient de ne rien savoir, qui d'ailleurs veut ne rien savoir. Et voilà, ça c'était un peu mon idée de plonger un personnage dont le premier réflexe est toujours d'obéir et qui va devoir apprendre à désobéir et essayer de briser un peu l'opacité du monde souterrain un peu dans lequel il se retrouve plongé. Ça, c'était mon idée de départ. Et puis après, j'avais l'idée de ce dispositif. Voilà, qu'est-ce qu'un individu en bas de l'échelle d'une organisation d'espionnage? J'imaginais ce travail laborieux de retranscrire des écoutes sur une machine à écrire parce que cette organisation a peur des fuites que le numérique peut engendrer. Moi, j'avais commencé à écrire le scénario depuis quelques années. L'affaire Snowden a montré à tous les gouvernements autres que les États-Unis qu'ils étaient plus ou moins espionnés par la NSA. Et au Parlement allemand, il a été débattu le fait de revenir à des communications en papier, au fax et à toutes ces choses-là, ou de garder des informations seulement en papier, des informations les plus sensibles, de ne jamais les stocker en numérique. Et au même moment est arrivée l'idée que, ça a circulé dans la presse et je ne sais pas si ça a vraiment été fait, mais je pense que ça raconte un peu l'état d'esprit dans lequel les gens des services secrets peuvent être, que le FSB avait fait commande d'une vingtaine de machines à écrire pour des informations, les informations les plus sensibles, en se disant que on devait revenir à des choses les plus traçables et les plus rudimentaires, telles que le papier et la main de l'homme. Voilà. J'avais envie d'un univers où on sait qu'on est à Paris, mais on ne sait pas exactement où on est. On sait qu'on est de nos jours, mais on en a très peu de signes. Et puis c'était de prendre un décor, on va dire des choses réalistes, mais de les rendre de plus en plus abstraites. Voilà. Donc naturellement, je rejetais tout signe un peu rassurant de la réalité et aussi qui serait datable, que peuvent être par exemple une publicité dans une rue. Voilà, je faisais et voilà, j'avais des décors qui, au fur et à mesure du film, s'appauvrissent en humains, s'appauvrissent on va dire en réalité, vont vers l'ombre, vont vers un petit peu d'abstraction. Voilà, ça c'était une intention de départ. Que ça soit aujourd'hui, mais qu'on puisse pas complètement le dater, que ça soit à Paris, mais qu'on puisse pas exactement dire où c'était. Ça faisait partie du projet de l'univers dans lequel j'ai envie de placer le spectateur et le personnage principal. Les membres, ils choisissent bien ses hommes, tu sais. Si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot. Je sais rien de toi. Je sais même pas ce que tu fais comme job. Parce que c'est pas intéressant. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval? Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute? Il faut des informations tangibles. Vous êtes sûr qu'ils sont pas en train de nous écouter? Le personnage a beau être, il est proche de nous, il est un peu Monsieur Tout-le-Monde, il a vécu des choses auxquelles on peut s'identifier, même si au fond il n'est pas complètement comme nous, il a quelque chose d'un petit peu plus soumis et il a décidé de restreindre sa vie. Voilà, on voit au début du film qu'il a vécu un burn-out, qui est quelque chose auquel, sans l'avoir forcément vécu, moi je peux m'identifier, ou je pense beaucoup de gens peuvent s'identifier. On est souvent parfois aux limites dans le travail. Travailler avec François Cluzet pour ce film, c'était aussi dans ce processus d'identification, avoir un acteur, et il y en a peu qui sont capables comme lui de retranscrire avec très peu de choses, avec sa force d'expressivité, sa créativité, les états d'âme d'un personnage qui est restreint, qui est retenu, qui est mutique,
Voilà, et François apporte une humanité à ce personnage. Parfois, quand on filme François, on a l'impression de filmer d'être capable de filmer la pensée du personnage. Voilà, il fait toutes ces choses-là avec énormément de subtilité et aussi avec cette petite chose que je ne sais pas d'où elle vient, qui fait que on se sent proche de lui, quoi, et on ressent ce qu'il ressent, quoi. Et voilà, c'est un film où on a le point de vue du personnage joué par François Cluzet et on ne le quitte jamais. On en sait autant que lui, on vit les choses avec lui et on le voit évoluer et on fait les mêmes conclusions que lui au fur et à mesure de l'intrigue, quoi. On travaille avec lui, en gros. Moi, le terme que j'aime bien pour ce film, c'est un film de suspense. Voilà. C'est un terme peut-être un petit peu désuet, mais voilà, au sens Hitchcockien du terme, c'est un film qui est fait pour nous tenir en haleine, pour jouer un peu avec notre perception, avec une toile de fond d'espionnage ou une toile de fond politique. Après, sur les influences que je peux avoir, je suis énorme. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma d'espionnage, j'aime beaucoup le cinéma politique. Il y a un film qui particulièrement est sur les écoutes, qui est Conversation secrète de Coppola, dont je sais que la mécanique de l'ombre est loin de ce film-là. Par contre, voilà, c'est quand même dans le film, il y a un professionnel des écoutes, ce qui n'est pas exactement le personnage de François, mais il y a ce mélange entre étude de caractère et film d'espionnage un peu paranoïaque. Et je ne dis pas que je me suis inspiré du film, je pense un petit peu. En tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup et qui est en moi. Par contre, c'est un film que je montrais vraiment aux gens qui m'entouraient, parce que je ne voulais pas qu'on reprenne certaines des mêmes idées graphiques ou qu'on se retrouve à reprendre des choses qui sont dans ce film-là. Je ne voulais pas qu'on puisse nous accuser de l'avoir imité, quoi. Et voilà, après, c'est vrai qu'il y avait je sens qu'il y avait tous les films d'espionnage et on va dire, ou aussi parfois certains Hitchcock, ou des Fritz Lang ou des Polanski. Je dis pas que c'était des influences, mais c'était des films que je montrais aux gens qui collaboraient avec moi avant le film, que ce soit à la déco, au costume ou à la lumière, chef opérateur, pour que aussi s'établisse un dialogue là-dessus. Voilà, c'est aussi une manière de. Parfois, on utilise des films pour se parler, pour dire tiens, ça c'était bien, ouais, mais nous là-dedans, en fait, la salle d'interrogatoire, il faudrait pas qu'elle soit comme ça. Enfin voilà, on les utilise parfois à contrario. Ou parfois ça permet de discuter. C'est difficile de discuter d'un film avant de le faire. Surtout quand on parle d'image. Donc on peut parler de couleurs comme ça, mais souvent, évidemment, des images, que ce soit des tableaux, des photos, vont nous aider à établir un dialogue. En plus, on ne se connaît pas avec un chef déco ou un chef opérateur. Donc parfois, les films peuvent nous permettre d'apprendre à se parler. Je pensais que tout ça pouvait être un piège. Les gens qui ne connaissent pas leurs limites finissent toujours par créer des problèmes. Vous, Duval, vous connaissez bien vos limites.